Bonjour, fidèles de Imat News TV. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Abel Naki. Bonjour Abel. Bonjour. Abel Naki est le président du Congrès pour la Renaissance ivoirienne et panafricaine, en abrégé CRI panafricain. Il est aussi auteur d'un livre intitulé Côte d'Ivoire, notre cri au cœur d'une résistance au cœur de l'Occident, n'est-ce pas? Non, Côte d'Ivoire, notre cri chronique d'une résistance au cœur de l'Europe, de l'Occident. Monsieur Abel Naki, vous revenez d'un voyage de Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous donner les nouvelles? Merci. Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs d'Ivat News TV. Je voudrais saluer aussi tous les Ivoiriens qui nous écoutent. Je voudrais aussi saluer en tout cas toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont soutenus dans notre mission en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, effectivement. Je peux dire que notre voyage, notre mission s'est très bien passé. Nous y sommes allés et nous sommes revenus sains et saufs. Comment va le pays? Le pays est là. C'est notre pays, la Côte d'Ivoire, que nous connaissions avant les différentes crises qu'il y a eu. C'est le pays que nous avons laissé pendant les différentes crises post-électorales. Et c'est le même pays qui est encore là que j'ai vu. Mais sauf que c'est un pays qui a besoin d'être reconstruit. C'est un pays qui a besoin de sentir que ses fils et ses filles sont effectivement présents sur le territoire ivoirien et que ces derniers se côtoient, ces derniers se parlent et vivent ensemble. Il n'y a pas longtemps, sur une chaîne de télévision, 3 ateliers sud, vous disiez à un journaliste que vous ne pouviez pas aller à Abidjan parce que Ouattara voulait votre tête. Vous êtes parti à Abidjan, vous avez pratiquement fait plus de 45 jours. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ouattara ne veut plus de votre tête ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je l'avais dit parce que en 2012, nous étions en août, lorsque dans un journal télévisé de la RTI, le ministre de l'Intérieur, le ministre Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, avait cité mon nom comme étant l'un des instigateurs des attaques qu'il y a eu dans cette période-là, donc dans les différents camps militaires. Et dès l'instant où un ministre d'État chargé de la sécurité de notre pays cite votre nom dans des attaques, moi et mon organisation, et je pense l'ensemble des Ivoiriens, nous avons vu ça comme une atteinte à la sûreté de l'État. Et quand c'est ainsi, ça devient une affaire grave. Donc, du coup, je pouvais en son temps conclure que M. Ouattara et son gouvernement voulaient ma peau. Mais vous savez, moi je vis dans un pays de droit qui est la France. Lorsque vous avez vous êtes impliqué ou on vous accuse d'un certain nombre de choses qui touchent la tête de l'État, il y a ce qu'on appelle un mandat d'arrêt qu'on lance contre vous pour que vous veniez vous expliquer devant la justice. Et après ces accusations, nous avons cherché, en tout cas mon organisation et moi, avons cherché dans toutes les archives, nous n'avions pas vu de mandat d'arrêt contre moi. Alors comment faire pour savoir qu'effectivement il y avait cette épée de Damoclès sur mon dos? Comment faire pour savoir qu'il y a effectivement un mandat d'arrêt contre moi? Ou comment faire pour savoir que si je vais en Côte d'Ivoire, je vais être arrêté? Donc il fallait avoir ce courage que nous avons eu, que j'ai eu, pour affronter la réalité et affronter la vérité. C'est ce que j'ai fait. Vous êtes parti à Abidjan sans autre forme de tractation avec les autorités ivoiriennes. Vous êtes arrivé et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité, il vous reçoit à ses bureaux. À la fin de votre rencontre, il fait une déclaration à la presse et vous présente comme un activiste pro-Gbagbo.
Comment vivez-vous, ressentez-vous cette appellation? Comment cette perception qu'il a de vous? Il voit comme un activiste pro-Gbagbo et non une personnalité politique ivoirienne. Oh, la réalité ne se trouve pas très souvent dans les mots qu'on prononce. On peut vous appeler activiste, mais vous pouvez poser des actes purement politiques. On peut vous appeler politique et vous pouvez être simplement un activiste. On peut vous appeler chef d'État et vous pouvez être un plaisantin. Donc, je veux dire, ce n'est pas trop la qualification que donne le ministre qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que le CRI panafricain est un mouvement politique. Le CRI panafricain est un mouvement qui a grandi et qui a fait ses preuves à travers toute la France, à travers toute l'Europe. Mais le CRI panafricain est allé au-delà de l'Europe, est allé jusqu'aux États-Unis pour parler, en tout cas, des mots qui minent notre pays. Restons sur votre mission en Côte d'Ivoire. Vous avez toujours clamé partout qu'en Côte d'Ivoire, il y avait l'insécurité, qu'il y avait des prisonniers politiques, rien ne marchait. Aujourd'hui, quand on vous pose la question de savoir comment va le pays, aujourd'hui, par rapport à ce que vous disiez avant de partir en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à votre retour d'Abidjan? Merci. C'est vrai que nous avions dit. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Écoutez-moi, nous avions dit. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Vous m'avez posé une question, je vais répondre à votre question. Nous avions dit qu'il y avait l'insécurité en Côte d'Ivoire. Il y avait des prisonniers politiques. Il y avait des prisonniers politiques. Il n'y avait pas de démocratie. Il n'y avait pas de démocratie. Que Ouattara était un dictateur. Que Ouattara était un dictateur. Qui n'était même pas légitime. Qui n'était pas légitime. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes allés en Côte d'Ivoire pour voir la réalité. Parce que nous, au CRI panafricain, nous ne faisons pas nos actions dans l'euphorie, dans l'émotion. Pendant 3 ans, nous avons dénoncé certaines choses. Il était important pour nous d'aller sur le terrain pour voir la véracité de ces choses, mais en même temps, remarquer si les revendications que nous avons faites depuis l'Europe ont eu une solution ou alors n'ont pas encore eu de solution. Nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Nous avons vu la sécurité dont vous parlez. Effectivement, il n'y a pas de sécurité en Côte d'Ivoire. Vous voyez que tout récemment, les militaires sont sortis de leur caserne pour commencer à tirer. Je pense que peut-être qu'on va revenir là-dessus dans notre émission. Mais on commençait à tirer en l'air un peu partout pour effrayer la population qui a été déjà meurtrie depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Alors, au niveau de la sécurité, si on peut remarquer au niveau d'Abidjan qu'au niveau de la sécurité, il y a eu de légères avancées. Ça, il faut le dire. Mais cette sécurité n'est pas ressentie à l'intérieur du pays où j'ai fait des déplacements. Je suis allé à Alépé, je suis allé à Gagnoa, je suis allé à Guibéroa, même dans mon village à Pogoroboua, je suis allé à Toumoudi voir les prisonniers politiques. J'ai vu ce qui se passe dans ces villes-là. Alors, la Côte d'Ivoire ne se résume pas seulement à Abidjan. On peut voir qu'à Abidjan, les barrages ont diminué, on ne voit plus de 2 eaux qui circulent, mais la Côte d'Ivoire ne se résume pas à Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des villes qui constituent notre pays. Et dans ces villes, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Nous avons vu encore des dozos qui font encore la loi dans des villages. Donc ça n'a pas changé. Et pour savoir que ça n'a pas changé, il faut faire le déplacement. Pour y aller, il faut avoir le courage d'y aller. Et c'est ce que nous avons fait. Pour la question de la légitimité d'Alassane Ouattara. La légitimité d'Alassane Ouattara, nous avons une constitution. Le moment viendra et ce débat sera mis sur la table. Nous n'allons pas... Est-ce qu'en n'allant pas rendre visite à rencontrer le ministre de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, en allant voir un certain nombre d'autorités politiques et administratives, est-ce que vous ne légitimez pas le pouvoir d'Alassane Ouattara que vous contestez dans les rues de Paris? Je vais vous demander, quand les fonctionnaires qui vont au travail, pendant que ces mêmes fonctionnaires ont crié que Ouattara n'était pas légitime. Je vous ramène la question pour bien comprendre. Vous ne me ramenez pas la question. Aucun fonctionnaire en Côte d'Ivoire n'a dit qu'Alassane Ouattara n'était pas légitime. Monsieur Abel Naki, vous êtes battu ici dans les rues de Paris pendant 3 ans, oui,
créer l'illégitimité d'Alassane Ouattara. Je vous demande, est-ce qu'en allant voir ces ministres, en allant voir un certain nombre d'autorités politiques et administratives, est-ce que vous ne légitimez pas son pouvoir? Moi, je vous dis, monsieur, je ne légitime rien du tout. Je ne légitime rien du tout. Parce que la légitimité dont vous parlez, c'est pour cela que je vous ramène aux fonctionnaires, c'est pour cela que je vous ramène à un certain nombre de personnalités qui ont dit que Ouattara n'était pas légitime, mais qui sont sous le régime de Ouattara en Côte d'Ivoire. Ceux-là ne légitiment-ils pas le pouvoir de Ouattara? Quand M. Michel Gbagbo sort de prison et qu'automatiquement il est réhabilité dans son travail, ne légitime-t-il pas le pouvoir de M. Ouattara? S'il vous plaît, ceux qui quittent en exil et qui arrivent, et qui sont accueillis avec des bouquets de fleurs au siège du FPI. Comment ont-ils fait pour rentrer? Parce que la seule personne qui donne le cachet pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui s'appelle M. Ahmed Bakayoko. Alors comment font-ils ces personnes-là quand ils rentrent et qui sont accueillis à bras ouverts? Ne légitiment-ils pas le pouvoir de Ouattara? Je pense que, monsieur, que vous légitimez le pouvoir. Je ne légitime aucun pouvoir. Moi, j'ai dit, et dans une vidéo, je pense que j'étais dans ce salon, ici, dans cette émission, dans ce studio, où j'ai dit que il est important qu'une fois pour toutes, nous puissions arrêter les choses. C'est-à-dire que nous considérons que M. Ouattara a fait un coup d'État électoral, auquel cas nous en prenons acte et nous participons à l'évolution de notre pays. D'autant plus, si nous reconnaissons que M. Ouattara a fait un coup d'État électoral, il est le chef de l'État. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, doit avancer. C'est pour cela que je vous ramène aux fonctionnaires. Donc pour vous, le fonctionnaire qui travaille pour le bon fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire, légitime par définition politique. Mais justement, parce que, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, quand vous me dites, parce que j'ai serré la main à un ministre de M. Ouattara, parce que j'ai été reçu en audience par quelqu'un de l'administration de M. Ouattara, alors je légitime le pouvoir de M. Ouattara. C'est pour cela que je vous ramène justement aussi aux pro-Gbagbo qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, qui sont fonctionnaires, pour prendre seulement que les fonctionnaires. Pour l'instant, il s'agit de vous. Mais je vous dis que je ne légitime rien du tout parce que pour moi, je considère que M. Ouattara a fait un coup d'État électoral. Il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Et de ce fait-là, notre pays, c'est la Côte d'Ivoire et nous devons tout faire pour que l'État soit effectivement la continuité dont on parle. Mais justement, votre voyage à Abidjan a suscité beaucoup de supputations au sein de la galaxie des pro-Gbagbo ici à Paris. Beaucoup vous ont traité de traite de vendus. Ça vous a même valu, si je ne m'abuse, une agression publique lors du conseil de Serge Kassi. Aujourd'hui, comment... Et puis depuis lors, on ne vous entend plus, vous êtes devenu discrète, taiseux. C'est quoi ce sentiment? Vous qui avez la conviction d'un acte juste et normal que vous avez posé et vous revenez dans la discrétion tout en étant silencieux. Aujourd'hui, nous vous ouvrons les portes de Yvette News TV pour que vous puissiez vous expliquer. Qu'est-ce qui motive cette discrétion après votre voyage qui normalement est censé être une action, un acte politique? Je ne pense pas que je suis silencieux. Si je ne parle pas de ma plus belle voix, j'écris. J'ai une page Facebook. On ne vous a pas connu j'écris. C'est dans les rues de Paris qu'on vous a découvert. J'écris et très bientôt, on va me redécouvrir dans les rues de Paris. Très bientôt, nous serons dans les rues de Paris. Parce que les rues de Paris n'appartiennent à personne. Donc nous serons dans les rues de Paris pour revendiquer ce que nous avions revendiqué hier. Je disais que même si je ne parle pas, mais mes actions se voient et se vivent, soit dans les journaux, soit sur ma page Facebook, ou soit ici dans cette maison, Yvette News TV, où je viens justement pour faire entendre ma voix. D'aucuns m'ont traité de traître, de vendu et de tous les noms. Je n'ai répondu à personne parce que j'estime que quand je suis sorti le 11 avril, bien avant même le 11 avril, quand il y avait le bicéphalisme dans notre pays, lorsque je suis sorti, c'était par pure conviction que je suis sorti. Je ne suis pas sorti parce que quelqu'un m'aurait proposé un contrat.
Mais, que j'ai... Non, non. Mais il y a du monde qui vous a suivi quand vous êtes sorti. Après, il y a du monde qui vous a suivi. Ceux aujourd'hui se sentent trahis. Personne de ceux, en tout cas qui m'ont réellement suivi, ne se sent trahi. Parce que dans cette lutte, nous avons mis une organisation sur pied qu'on appelait le CRI panafricain. Les membres du CRI panafricain, avec qui nous nous sommes assis pour élaborer cette action en Côte d'Ivoire, ces membres du CRI panafricain, aujourd'hui, sont toujours là. Et ils nous soutiennent dans notre action. Donc, il y a la masse. Et puis, il y a des fidèles. Il y a ceux qui croient en votre combat. Moi, Abel Naki, ce que j'ai fait en 3 ans et demi, bientôt 4 ans, dans cette lutte-là, il n'y a pas que les quelques velléités qui se sont exprimées sur Facebook ou dans les réseaux sociaux un peu partout. C'est le monde entier qui a vu les actions que nous avons menées. C'est le monde entier qui a vu ces... Et dans ce monde entier-là, apparemment, dans ce monde, actions, vous les aurez menées pour aujourd'hui certainement aller les monnayer à Abidjan. Les monnayer à combien à Abidjan? C'est à vous de nous le dire. Comment pouvez-vous penser que quelqu'un qui rentre dans son pays pour participer, je dis bien, au processus de réconciliation dans son pays, pensez-vous qu'il y va pour monnayer une quelconque lutte? Mais la lutte, je vais vous dire. Les autorités politiques et administratives ivoiriennes ne vous considèrent pas comme un acteur politique, mais plutôt comme un activiste. Mon objectif n'est pas que les autorités ivoiriennes me considèrent comme un homme politique ou comme un activiste. Ce que moi je sais, ces mêmes autorités dont vous parlez m'ont reçu. Ils ne m'ont pas reçu derrière une porte. Ils ne m'ont pas reçu dans une antichambre. Ils m'ont reçu dans leur bureau et ils m'ont reçu en audience. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition. Ils m'ont reçu en audience. Donc je peux vous dire que ce n'est pas qu'on dise que Abel Naki est un homme politique, alors on le reçoit, ou Abel Naki est un activiste, on le reçoit. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission qu'on peut vous appeler activiste, mais vous pouvez être un fin politicien. Et on peut vous appeler politicien et vous pouvez être un moins que rien. Donc aujourd'hui, où vous vous situez? Moi, je dis un enfant, il naît, il grandit et il devient responsable. Moi, au sein du CRI panafricain que j'ai créé, nous étions au départ un mouvement de rue. Nous sommes passés de mouvement de rue à mouvement de masse parce que nous en avons mobilisé des masses. De mouvement de masse, nous sommes passés à un mouvement politique. Et de mouvement politique, bientôt, nous serons un parti politique. Donc, il faut évoluer. Je ne suis pas statique. Ceux qui pensaient que Abel Naki était le marcheur de Paris, ceux qui pensaient que Abel Naki doit être celui, tant que Abel Naki marche à Paris, il n'y a pas de problème. Le jean, le basket, le costard, cravate. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que bien avant même, je portais des costumes et cravates. Je vous dis que ceux qui pensaient que Abel Naki allait seulement se cantonner dans les marches, ils se sont trompés sur mon compte. Ceux qui pensaient qu'Abel Naki allait rester seulement en Occident, ils se sont trompés sur mon compte. Mais pour un pro-Gbagbo, est-ce qu'un pro-Gbagbo, monsieur Oro, s'il vous plaît, monsieur Oro, le revendique et qui dit monsieur Oro, est-ce que qui arrive à Abidjan pour parler de réconciliation, qui est reçu avec des pancartes et des banderoles à son effigie personnelle et non à l'effigie de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous ne sonnez pas là d'une certaine façon la mort politique de Laurent Gbagbo dans votre esprit, dans votre vision politique, pour annoncer votre viva politique personnelle? Vos questions me rendent beaucoup perplexe parce que le président Laurent Gbagbo était encore au pouvoir quand certaines personnes faisaient des t-shirts à leur propre effigie. C'était dans les campagnes locales. Peu importe. Le président Laurent Gbagbo était encore au pouvoir et certaines organisations, certains hommes politiques faisaient leur effigie faisaient leur t-shirt à leur propre effigie. Pire, certains même, pendant qu'il est encore à La Haye, actuellement font des t-shirts à leur propre effigie. Alors, est-ce que, vous les voyez, vous êtes journaliste, vous les voyez. Alors, c'est parce que Abel Naki, qui a une organisation en Côte d'Ivoire, et son organisation qui s'organise à le recevoir, n'ont pas le droit de faire des t-shirts à son effigie.
Donc Abel Naki n'a pas le droit d'aller dans son village. Abel Naki a pris la grosse tête. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, c'est ce qui se dit. C'est vous qui le dites. En tout cas, nous, au CRI panafricain, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes passés de mouvement de masse à mouvement politique. Un parti politique. Qui deviendra certainement un parti politique plus tard. Et nous sommes dans la continuité. Nous sommes dans la continuité, nous ne sommes pas statiques. Donc nous faisons les choses pour que notre pays puisse changer. Et je vous ai dit, mon voyage en Côte d'Ivoire était pour constater les choses. Nous les avons constatées et nous sommes revenus. Nous avons encore sonné la mobilisation pour dire que voici où nous sommes arrivés. Les revendications que nous avons faites, voici celles qui ont été satisfaites, voici celles qui n'ont pas encore été satisfaites. Donc voilà, nous devons encore lancer la mobilisation. Et puis, je vais vous dire une chose, monsieur Oro, attendez s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Le CRI panafricain est un mouvement panafricain. Donc, il y a la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais il y a aussi, nous avons pour vocation aussi de lutter pour l'émancipation de l'Afrique. Pour l'instant, toutes vos actions se dirigent vers la Côte d'Ivoire. Monsieur, je m'exprime en faux, parce que le 28 septembre 2013, je vais vous rappeler, vous étiez à cette marche. Le 28 mars, alors vous pouvez me laisser parler ou on arrête l'émission. Laissez-moi parler parce que je pense que vous vouliez savoir des choses de moi. C'est pour cela que vous m'avez invité sur cette émission. Si ce n'est pas le cas, moi je vous regarde parler et puis après on sort. Voilà, donc vous m'avez posé une question. Je vous ai dit que le CRI panafricain est un mouvement panafricain. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est le fer de lance, en tout cas, de cette lutte-là. Mais à côté de cela, nous menons aussi des actions pour l'Afrique. Et vous me dites que non, toutes nos actions, je dis non. Le 28 septembre dernier, en 2013, nous avons organisé une grande marche que nous avons appelée « L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté ». Et là, en ce moment où je vous parle, nous sommes en pleine réunion pour faire la deuxième édition de cette grande manifestation. Monsieur Abel Naki, de la même façon, vous êtes libre de cette même façon. Je suis journaliste, je peux être capable de constater que toutes vos actions politiques mènent et visent vers la Côte d'Ivoire. Ce qu'on constate dans l'ensemble en ce qui vous concerne. C'est vrai que c'est le CRI panafricain, c'est la domination. Nous allons passer sur cette question. Puisqu'aujourd'hui, vous revendiquez être un babouiste irréductible. Quel est votre avis sur la candidature annoncée de Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire ivoirien? La candidature annoncée du président Laurent Gbagbo, ça, je n'ai pas un avis à donner là-dessus, d'autant plus que sa candidature ne concerne pas la Côte d'Ivoire, sa candidature concerne un parti politique. Quand on parle de parti politique, déjà le mot parti, ça veut dire que c'est mis à part. Donc ce n'est pas tous les Ivoiriens, ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire, ça s'appelle le FPI. Donc s'il pose sa candidature au niveau du FPI, ça ne concerne que les militants du FPI. Donc sur cette question, je n'ai pas d'avis. Vous avez un avis ou bien vous ne voulez pas donner votre avis? Je n'ai pas d'avis à donner. Vous êtes un babouiste? Je suis un babouiste, effectivement, mais je n'ai pas d'avis à donner sur cette question, d'autant plus qu'il s'agit du FPI. Donc c'est le FPI. Si c'était pour la Côte d'Ivoire, si le président Laurent Gbagbo était partant pour poser une candidature en Côte d'Ivoire, eh bien j'aurais effectivement un avis à donner là-dessus parce qu'il s'agit de toute la Côte d'Ivoire. Vous aujourd'hui qui avez créé un parti politique, comme vous l'envisagez, vous l'espérez pour votre mouvement politique, le CRI panafricain, c'est sur quelle base électorale sera votre base électorale? C'est sur les terres de Laurent Gbagbo que vous allez aller chasser votre base électorale? Parce que vous voulez dire que toute la Côte d'Ivoire appartient... Vous n'allez pas les pêcher sur les électeurs de Ouattara, je présume. Et la Côte d'Ivoire fait 22 millions d'habitants. Je pense même que les dernières statistiques vont nous amener à presque 25 millions d'habitants. Parmi les 25 millions d'habitants, il y a des habitants qui certainement ne sont pas pro-Gbagbo, qui certainement ne sont pas pro-Ouattara, qui certainement ne sont pas pro quelque chose. Nous allons aller pêcher dans cette petite mare. Les pro-Gbagbo ne vous intéressent pas? Je vous dis qu'il y en a qui sont pro-Gbagbo, qui ne sont peut-être pas FPI, qui sont pro-Gbagbo simplement. Et il y en a qui ne sont pas pro-Gbagbo, qui ne sont ni aussi pro-Ouattara, et qui sont neutres, on va aller pêcher là-bas.
Maintenant, si notre filet est assez grand, on va l'étendre sur la Côte d'Ivoire. Ceux qui voudront venir nous rejoindre viendront nous rejoindre et nous allons faire chemin ensemble. Rapidement, en quelques secondes, nous avons deux dernières questions par rapport aux récents événements qui sont déroulés à Côte d'Ivoire, par rapport à la mutinerie dans les casernes. Quel sentiment cela vous donne aujourd'hui? Vous faites bien de me poser cette question. Le sentiment que j'ai, c'est que, et je le disais tout à l'heure, que nous sommes partis en Côte d'Ivoire, nous avons constaté que les choses n'ont pas véritablement changé. Et je parlais de l'insécurité. Voyez-vous, le régime actuel a utilisé des jeunes gens qui ont participé à la tuerie d'autres Ivoiriens. Parce que pour que M. Ouattara vienne au pouvoir, il y a eu une guerre qui s'est engagée. Ils ont recruté des Ivoiriens et même des non-Ivoiriens qu'ils ont armés pour tuer d'autres Ivoiriens pour qu'ils puissent s'installer au pouvoir. Maintenant, je lis un livre dans lequel il est écrit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc le moment de partager, le moment de donner les salaires est arrivé. Mais ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est que M. Ouattara et le gouvernement ivoirien veulent utiliser l'argent du contribuable ivoirien pour payer ces gens qui ont baigné la Côte d'Ivoire dans le sang. Et c'est ce que nous condamnons. C'est ce que nous condamnons parce que vous voyez, aujourd'hui on nous parle de près de 8000 personnes à dédommager à hauteur de 5 millions par personne. Et ça, ce n'est pas que ça. Il y a encore d'autres choses. Quand nous avons fait les calculs, nous avons vu que c'est un budget qui monte jusqu'à près de 40 milliards de francs CFA. Alors, je me pose la question, est-ce que M. Ouattara, ces 40 milliards de francs CFA, va les enlever de ses propres poches ou alors il va utiliser l'argent du contribuable ivoirien? Si c'est le cas, je dirais que nous sommes totalement dans un pays où on gratifie les meurtriers d'hier. Et puis, qu'est-ce que cela présage pour vous? Aujourd'hui, cette mutinerie, aujourd'hui des anciens des ex-combattants de la crise post-électorale, qu'est-ce que cela présage pour vous à l'orée de 2015? Mais justement, c'est qu'il y a un danger. Nous tirons maintenant sur la sonnette d'alarme pour dire que c'est vrai, on nous parle d'élections en 2015. Mais voici que comment on dit ça, les problèmes de 2011, de 2010, de 2011 jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore réglés. Il faut pouvoir régler ces problèmes-là. J'étais en train de dire tout à l'heure que ces jeunes gens à qui on veut donner les milliards de l'État ivoirien, de l'argent des Ivoiriens, pendant que en Côte d'Ivoire, la faim est galopante. Je vais vous donner des chiffres. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un Ivoirien sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Et cet argent-là, au lieu de l'utiliser pour pouvoir donner du travail aux Ivoiriens, au lieu d'utiliser pour pouvoir donner une vie meilleure aux Ivoiriens, nous allons constater un régime qui va utiliser cette manne financière pour récompenser des personnes qui ont tout simplement fait la guerre pour tuer certains Ivoiriens. Dernière question, 30 secondes. Nous avons un impératif de temps. Dernière question, juste 30 secondes. Vous qui avez longtemps souhaité un soulèvement populaire contre Alassane Ouattara, que vous estimez pas légitime à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous inspire le départ de Blaise Compaoré au Burkina Faso? Tout simplement que lorsque le peuple, à un moment donné, en a marre, la dernière chose qui lui reste à faire, c'est de sortir et de crier son ras-le-bol. C'est ce que les Burkinabés ont fait. Je peux dire que cette révolution a été préparée en 14 ans, en 14 ans ou en 10 ans, après les 27 ans de pouvoir de M. Blaise Compaoré. Tout peut arriver en Côte d'Ivoire. L'espérez-vous, le souhaitez-vous? Tout peut arriver en Côte d'Ivoire. À l'heure actuelle. Je vous dis que tout peut arriver en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les militaires. Mais il y a des fonctionnaires qui ont été radiés parce qu'ils étaient pro-Gbagbo et qui, depuis, n'ont pas reçu leur solde.
il y a des militaires, des gendarmes, des policiers qui ont été radiés parce qu'ils n'ont pas reçu le sol. Ceux-là, pour se faire entendre, est-ce qu'il faille qu'ils se joignent aux militaires? Nous sommes en train de réfléchir à cette question. Il y a aussi des syndicats, il y a les étudiants, il y a les commerçants, il y a les transporteurs, il y a toute cette population ivoirienne qui est angoissée, qui souffre parce qu'elle n'arrive pas à manger, qui souffre parce qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Cette population, il va arriver un moment où cette population va crier son ras-le-bol. Et quand le peuple se lève, nul ne peut l'arrêter. Merci, M. Abel Naki. Fidèles d'Iventus TV, nous espérons que vous avez eu du plaisir à regarder cette émission, que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Au revoir.